Laissez-moi commencer par quelque chose qui semble impossible. En l'espace de quelques jours seulement, pas des semaines, pas des mois, des jours, l'une des forces navales les mieux positionnées de tout le Moyen-Orient a été réduite à de la ferraille, des navires fantômes et des routes de fuite désespérées à travers l'océan Indien. 95% anéantis, pas endommagés, pas en retraite ordonnée, anéantis. Et les navires qui n'ont pas été détruits ont fui. Certains ont parcouru des milliers de kilomètres jusqu'en Inde, jusqu'au Sri Lanka, suppliant des ports étrangers de les accueillir. Les fiers navires de guerre de la République islamique d'Iran, des bâtiments qui, quelques jours plus tôt encore, menaçaient de fermer le point d'étranglement pétrolier le plus critique au monde, accostaient désormais dans des ports étrangers, la queue entre les jambes, leurs équipages hébergés sous escorte armée dans des installations navales qu'ils n'avaient jamais vues. Voici ce qui rend cette histoire si extraordinaire. C'était entièrement prévisible. Et pourtant, le régime de Téhéran s'y est précipité les yeux grands ouverts. Nous allons vous dire exactement ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, et surtout, pourquoi la marine iranienne n'avait pas la moindre chance dès l'instant où elle a fait son premier mouvement. Parce que ce n'est pas seulement une histoire militaire, c'est l'histoire d'un calcul erroné à l'échelle historique. Celle d'un régime qui croyait détenir l'un des atouts les plus puissants de la planète et qui l'a joué exactement au mauvais moment, contre exactement le mauvais adversaire. Restez avec nous, car les choses sont bien plus compliquées et bien plus dangereuses que la plupart des gens ne le réalisent. Revenons au moment où tout a commencé. La stratégie iranienne n'était pas irrationnelle sur le papier. Le détroit d'Ormuz, un étroit couloir d'eau de 33 km niché entre l'Iran et Oman, est sans doute le plan d'eau le plus important de la planète. Chaque jour, environ 20 millions de barils de pétrole transitent par ce détroit. C'est environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole qui s'écoule par un goulot d'étranglement qui, sur une carte, paraît presque absurdement petit. Pendant des décennies, la marine des gardiens de la Révolution islamique, la marine du corps des gardiens de la Révolution islamique, CGRI, avait discrètement construit toute une doctrine autour d'une idée centrale. Nous n'avons pas besoin de battre les États-Unis dans un combat loyal. Nous devons simplement prendre ce détroit en otage. Et quand Téhéran a finalement appuyé sur la gâchette, quand il a finalement fait l'annonce que le monde redoutait, il l'a fait avec une confiance indéniable. Le commandant de la marine du CGRI, Ali Reza Tangsiri, s'est planté devant les caméras et a délivré un message qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Il a déclaré, et nous citons avec précision, que les navires des États-Unis, d'Israël et des pays européens ne seraient absolument pas autorisés à passer par le détroit. Puis il a ajouté quelque chose qui en dit long sur l'état d'esprit à l'intérieur de ce régime. Il a regardé droit dans la caméra et a dit « Si vous avez le moindre doute, venez nous mettre à l'épreuve. » Voilà l'ultimatum. Quelques jours plus tard, le 13 mars, Mottabakami est apparu sur la télévision d'État iranienne pour confirmer ce que le monde soupçonnait déjà. Le détroit était utilisé, selon ses propres mots, comme « outil de pression contre l'ennemi ». Il serait fermé. Point final. Parlons maintenant de ce qu'Iran pensait accomplir avec cette manœuvre, car ce n'était pas purement militaire. La dimension militaire était presque secondaire. Le vrai plan, c'était la guerre économique. Si vous fermez le détroit d'Ormuz, ne serait-ce que quelques jours, vous ne perturbez pas simplement l'approvisionnement en pétrole. Vous faites exploser les marchés énergétiques mondiaux. Les prix du pétrole ne montent pas seulement, ils s'envolent. Le calcul interne du régime, d'après ce que l'on sait maintenant, visait à pousser le prix du brut au-dessus de 100 $ le baril presque instantanément. Cela ferait grimper les prix du carburant dans les stations-service d'Europe et des États-Unis, alimenterait l'inflation, exercerait une pression politique énorme sur les gouvernements occidentaux. Et voici la partie véritablement cynique du plan. Téhéran croyait que la douleur économique ressentie par les citoyens occidentaux ordinaires finirait par retourner ces populations contre leur propre gouvernement, contre leurs propres dirigeants. Que cela ferait voler en éclats la coalition occidentale de l'intérieur. En d'autres termes, l'Iran ne cherchait pas seulement à mener une guerre avec des missiles, il cherchait à gagner en s'attaquant à votre portefeuille. C'était, à sa façon sombre et tordue, une théorie intelligente sur le papier. Le problème, c'était l'exécution. Et c'était la réponse. Voici là où l'histoire se complique. Parce que la menace militaire réelle de l'Iran dans le détroit d'Ormuz n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. Quand la plupart des gens pensent à une menace navale, ils visualisent des navires de guerre, des destroyers, des frégates, des croiseurs lance-missiles, de grandes choses visibles et dénombrables flottant sur l'eau. Ce n'est pas là que réside la vraie puissance iranienne dans le détroit. Et l'Iran, à son crédit, l'avait compris depuis des décennies. Depuis 1988,
quand la marine américaine et la marine iranienne se sont affrontées brutalement lors de l'opération Praying Mantis et que l'Iran a perdu la moitié de ses forces conventionnelles en une seule journée, le régime a pris une décision. Il a cessé d'essayer de construire une marine conventionnelle capable d'affronter les Américains navire contre navire. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner cette guerre. À la place, il a construit quelque chose de bien plus difficile à traiter. Un système de guerre asymétrique spécifiquement conçu pour rendre presque inopérants les avantages militaires de n'importe quel adversaire. À quoi cela ressemble-t-il concrètement? Au fond des montagnes escarpées et des falaises qui bordent le côté iranien du détroit d'Ormuz, il y a des tunnels, des installations souterraines, des grottes creusées dans la roche. Et à l'intérieur de ces grottes se trouvent, selon les estimations, certaines des armes anti-navires les plus dangereuses au monde. On parle de missiles comme le Qayyam-2 et le Qarar, des missiles balistiques anti-navires capables d'atteindre Mach 3, soit 3 fois la vitesse du son. Quand un missile avance à Mach 3 et est conçu pour percer la coque d'un immense pétrolier, il n'y a presque aucun avertissement. Il n'y a presque aucun temps de réaction. Il frappe et il tue. Il y a aussi les drones kamikazes Shahed 136. Vous en avez probablement entendu parler. Ils sont devenus tristement célèbres dans le conflit ukrainien. Mais au-dessus du détroit d'Ormuz, ils opèrent dans un contexte stratégique totalement différent. Ces drones ont une portée de plusieurs milliers de kilomètres. Ils coûtent une fraction du prix de n'importe quel navire de guerre. Et ils peuvent être lancés depuis des installations souterraines, ce qui les rend presque impossibles à détruire préventivement, sauf si l'on sait exactement où se trouvent ces installations. Puis, dans les eaux peu profondes et parsemées d'îles qui entourent immédiatement le détroit, il y a des vedettes rapides d'attaque, petites, rapides, létales, pilotées par des unités navales du CGRI qui connaissent chaque banc de sable, chaque courant, chaque cachette dans ces eaux. Ces embarcations peuvent lancer des essaims d'attaque qui submergent même les systèmes de défense les plus sophistiqués. Le point essentiel est le suivant. La vraie force de l'Iran dans le détroit d'Ormuz n'a jamais été les navires de guerre visibles sur les images satellites. C'étaient les armes que personne ne pouvait voir, celles enterrées sous terre, celles cachées dans les montagnes, celles qui pouvaient être lancées depuis n'importe quel point d'une côte et atteindre leur cible avant même que l'équipage d'un navire sache qu'il était en danger. C'est ce avec quoi Washington savait qu'il avait affaire. Et voici la vérité brutale de la situation. Vous ne pouvez pas résoudre ce problème en coulant des navires de guerre. Couler des navires de guerre, c'est presque la partie facile. Ce qui est véritablement difficile, ce qui exige un niveau d'engagement militaire totalement différent, c'est de détruire méthodiquement chaque système de missiles basé à terre, chaque installation de lancement de drones, chaque bunker souterrain, chaque station radar, chaque nœud de commandement et de contrôle, chaque réseau de communication secret. C'est ça, la vraie guerre. Et elle ne faisait que commencer. Mais revenons au début de l'erreur de calcul iranienne. Parce que le régime n'a pas seulement menacé, il est passé à l'acte. Et ce faisant, il a commis une erreur qui a choqué même certains de ses propres alliés régionaux. L'Iran n'a pas limité ses attaques aux cibles américaines ou israéliennes. Il a attaqué tout le monde. 17 pétroliers commerciaux différents, tentant de passer par le détroit d'Ormuz, ont été frappés. 6 d'entre eux, d'immenses navires transportant des millions de barils de pétrole, ont été rendus totalement inutilisables. Pas endommagés, inutilisables. L'un des exemples les plus frappants a été le pétrolier civil Mayor Nari, battant pavillon thaïlandais. Ce navire n'avait rien à voir avec les États-Unis, rien à voir avec Israël. C'était un bâtiment commercial effectuant un transit ordinaire. Les drones iraniens l'ont ciblé quand même. Les dommages, concentrés sur la poupe juste au-dessus de la ligne de flottaison, portaient la signature caractéristique de ce que les analystes militaires appellent des véhicules de surface sans pilote chargés d'explosifs. Des bateaux kamikazes télécommandés qui foncent sur une coque et explosent à l'impact. L'équipage a dû être évacué. Le navire a été laissé en train de brûler. Puis quelque chose s'est produit qui a véritablement stupéfié les observateurs extérieurs. Un méthanier russe, un navire russe transportant du gaz naturel liquéfié, s'est retrouvé pris dans cet anneau de feu. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. La Russie a été, par presque tous les critères, l'allié des grandes puissances la plus proche de l'Iran tout au long de cette période de confrontation avec l'Occident. Moscou avait protégé Téhéran diplomatiquement à l'ONU. La technologie militaire russe avait alimenté les systèmes iraniens. Les deux gouvernements entretenaient ce que les deux parties décrivaient comme un partenariat stratégique, et l'Iran a attaqué un navire russe. C'était peut-être un accident, peut-être une erreur sur l'identité du navire,
Mais c'est arrivé. Et cela a envoyé un message, pas celui que Téhéran avait voulu envoyer, que les forces du CGRI dans le détroit avaient perdu la précision et la discipline nécessaires pour mener ce type de campagne sans causer des dommages collatéraux catastrophiques. Les marchés énergétiques mondiaux, déjà ébranlés, sont entrés en pleine panique. Le nombre de navires transitant quotidiennement par le détroit d'Ormuz, qui s'établissait normalement entre 70 et 80 gros navires cargo, est tombé à presque zéro du jour au lendemain. Pas une réduction, pas un ralentissement, presque zéro. À l'extérieur du golfe Persique, plus d'1 millier de navires commerciaux ont jeté l'ancre et attendu. Un immense embouteillage flottant de pétroliers et de cargos. Des milliards de dollars de marchandises et d'énergie immobiles sur l'eau, attendant que quelqu'un leur dise qu'il était sûr de bouger. Les primes de risque pour tout navire, envisageant même d'entrer dans la région, ont atteint des niveaux que le secteur de l'assurance maritime n'avait jamais vus à l'ère moderne. L'économie mondiale, déjà sous une pression énorme, commençait à saigner. Chaque minute que le détroit restait fermé faisait évaporer des millions de dollars du commerce mondial. Les chaînes d'approvisionnement dépendant de ce pétrole, la production d'engrais, le kérosène pour l'aviation, les produits chimiques industriels, commençaient à se gripper. L'arme économique que l'Iran avait voulu pointer contre l'Occident visait maintenant tout le monde, y compris des nations qui n'avaient rien à voir avec ce conflit. Parlons maintenant de la réponse américaine, car c'est là que l'histoire bascule, et bascule radicalement. Quand les États-Unis ont décidé de riposter, ils n'ont pas envoyé de note diplomatique. Ils n'ont pas appelé à un cessez-le-feu. Ils ne sont pas allés au Conseil de sécurité de l'ONU, où un veto russe ou chinois aurait bloqué toute action significative de toute façon. Ils ont envoyé l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald Ford. Si vous ne savez pas ce que ces noms représentent, sachez que ce ne sont pas de simples navires de guerre. Ce sont des groupes aéronavals. Chacun de ces porte-avions est essentiellement une base aérienne flottante, transportant des dizaines d'avions d'attaque, entourés d'un écran de destroyers, de croiseurs et de sous-marins d'attaque capables de projeter une puissance militaire écrasante sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions. Ensemble, ils représentent une concentration de puissance de feu qui n'a presque aucun parallèle historique dans la guerre navale. Ils étaient déjà dans la région, positionnés là, en attente, comme un élément de dissuasion. La phase de dissuasion était terminée. Ce qui a suivi a été, par tous les critères, la campagne la plus dévastatrice jamais menée contre des actifs militaires iraniens de toute l'histoire. Les États-Unis ont frappé les ports iraniens, ils ont frappé des navires au mouillage, ils ont frappé des navires en route, ils ont frappé les infrastructures navales qui soutenaient ces bâtiments, ainsi que les dépôts de carburant, les installations de maintenance et les nœuds de commandement et de contrôle qui dirigeaient la flotte. Des bombardiers B-52 volant depuis des bases bien en dehors de la région ont effectué des frappes de précision. Des missiles de croisière Tomahawk, lancés depuis des sous-marins et des navires de surface, ont frappé des cibles inaccessibles aux aéronefs. À la fin des frappes initiales, 95% de la flotte navale opérationnelle iranienne avait été détruite ou mise hors d'état de fonctionner. 95%. Laissez ce chiffre s'imposer à vous un moment. L'Iran avait passé des décennies et des milliards de dollars à construire ses forces navales. Corvettes, frégates, vedettes rapides d'attaque, navires logistiques, mouilleurs de mines, tout cela. Et en quelques jours, la grande majorité de cet investissement reposait au fond du golfe Persique ou brûlait à quai. Mais c'est là que l'histoire prend l'un de ses tournants les plus remarquables. Car tous ces navires n'étaient pas chez eux quand les frappes ont commencé. Certains n'étaient pas en Iran. 3 des actifs navals les plus significatifs de l'Iran, l'Iris Dana, l'Iris Lavan et l'Iris Boucher, participaient à un exercice naval multinational baptisé Milan 2026. Ils rentraient du port de Visakhapatnam, en Inde, cap sur leur port d'attache. Ils se trouvaient quelque part dans l'océan Indien quand tout s'est effondré en Iran. Et la marine américaine les avait suivis en permanence. C'est crucial à comprendre, non seulement comme un fait militaire, mais comme une affirmation des capacités de renseignement et de la portée de surveillance mondiale de l'armée américaine. Ces navires ne se cachaient pas, ils ne naviguaient pas à la dérobée, mais la précision avec laquelle les forces américaines les ont pistés, calculé leur route et positionné des actifs pour les intercepter, en dit long sur l'équilibre des forces dans les océans du monde. L'histoire de l'Iris Dana est devenue l'exemple emblématique. Après avoir quitté Visakhapatnam, l'Iris Dana a mis le cap au sud. Elle empruntait une route d'environ 1500 à 2000 milles nautiques à travers le golfe du Bengale, traversant l'océan Indien, au-delà de la côte sud du Sri Lanka. Son commandant savait ce qui se passait en Iran. Le navire a accéléré.
Il a changé de cap. Il fuyait. Ce n'était pas assez rapide. Le 4 mars 2026, un sous-marin américain a tiré une torpille sur l'Iris Dana au large des côtes du Sri Lanka. L'Iris Dana a coulé. Cette attaque à la torpille était la première réussie par la marine américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Pensez au poids historique de ce fait. La dernière fois qu'un sous-marin américain avait coulé un navire ennemi avec une torpille, le monde était au cœur du conflit le plus meurtrier de l'histoire humaine. Plus de 70 ans ont passé, et puis, dans l'océan Indien, au printemps 2026, ce chapitre s'est rouvert. L'Iris Lavin, suivant une route similaire, a fait un calcul différent, invoquant une panne technique. Un prétexte transparent, bien qu'éventuellement utile, le navire a dévié et s'est péniblement réfugié dans le port indien de Kochi. Ses 183 membres d'équipage ont été débarqués et placés dans ce qui était diplomatiquement décrit comme un hébergement dans des installations navales voisines. En clair, ils étaient détenus. L'Iris Boucher a suivi l'exemple de l'Iris Lavin et cherché refuge à Colombo, au Sri Lanka. Même résultat, le navire a été immobilisé. Aucun des deux n'a terminé son voyage, aucun des deux n'a échappé. De retour dans le golfe Persique et le golfe d'Oman, le tableau était tout aussi sombre pour ce qui restait de la flotte iranienne. Les navires ayant survécu aux bombardements américains initiaux des ports iraniens se trouvaient face à un choix sans bonne option. Rester dans les eaux iraniennes? Mais ces eaux n'étaient plus sûres. Les frappes américaines se poursuivaient. La surveillance américaine était constante. Nulle part dans les eaux territoriales iraniennes n'offrait de protection réelle. Alors ils ont fui. La plupart se sont dirigés vers le sud et l'est, vers l'océan Indien, vers les eaux du Pakistan, vers Oman. Des dizaines de navires ont tenté de s'échapper. Les États-Unis ont frappé plus de 60 bâtiments en eau internationale. Certains navires ont tenté une stratégie plus audacieuse, se fondre dans ce que les analystes du renseignement appellent la flotte fantôme, le réseau de pétroliers qui fait passer clandestinement du pétrole iranien vers la Chine, en naviguant avec les transpondeurs éteints ou en utilisant des identités falsifiées. Ça n'a pas fonctionné. Les capacités de surveillance américaines avaient suivi la flotte fantôme pendant des années. Il n'était pas difficile de distinguer les vrais navires commerciaux des actifs navals iraniens déguisés. Navire après navire a été intercepté, frappé, neutralisé ou forcé dans des ports étrangers où il a été immobilisé. La marine iranienne, l'institution qui, quelques semaines plus tôt à peine, avait lancé des ultimatums à la marine américaine, se cachait désormais dans de petites embarcations, se réfugiait dans des ports de pays qui n'avaient pas demandé ce problème ou gisait au fond de l'océan. Or, et c'est absolument crucial à comprendre, rien de tout cela n'a résolu le problème stratégique fondamental. Car rappelez-vous, les navires de guerre n'ont jamais été la vraie arme de l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Les grottes, si. Les tunnels, si. Les batteries de missiles souterraines, si. Les installations de lancement de drones creusées dans les falaises, si. Et tout cela existait encore. Détruire 95% d'une marine qui n'était en grande partie qu'un acteur de soutien à la menace réelle est un accomplissement significatif. Mais c'est le premier mouvement d'un jeu bien plus long et bien plus dangereux. Les États-Unis l'ont compris immédiatement, c'est pourquoi, même pendant que la campagne navale était encore en cours, un type d'opération totalement différent était simultanément préparé et exécuté. Les satellites du Pentagone en orbite à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre faisaient quelque chose qui aurait été impossible il y a encore 20 ans. Ils parcouraient kilomètre par kilomètre le littoral iranien, cherchant les signatures thermiques, les émissions électroniques, les configurations structurelles qui indiquent la présence d'installations de missiles souterraines. Des avions de reconnaissance à haute altitude effectuaient des passages au-dessus du détroit et des montagnes environnantes. Et quand des cibles étaient identifiées, quand les analystes étaient suffisamment confiants qu'ils regardaient une batterie de missiles, un centre de lancement de drones ou un nœud de commandement et de contrôle, les bombardiers américains frappaient. Des stations radars ont été réduites au silence. Des centres de lancement de drones ont été réduits en ruines. Des bunkers souterrains dont la construction avait pris des années ont été effondrés en quelques secondes par des armes guidées de précision. Les systèmes de missiles les plus capables de menacer la navigation dans le détroit, les batteries Kayam-2, les installations Karar, sont devenus les cibles d'une campagne d'élimination méthodique et implacable. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, dans ses déclarations publiques pendant cette période, a été plus direct qu'aucun haut responsable américain ne l'aurait été dans une ère précédente. Il a confirmé directement que les capacités militaires iraniennes avaient subi ce qu'il a décrit comme une destruction massive. Il ne nuançait pas.
Il ne faisait pas dans la diplomatie, il énonçait une réalité militaire. Mais voici l'évaluation honnête que l'armée américaine elle-même reconnaîtrait en privé. Ce n'est pas fini. La guerre asymétrique, par sa nature même, est presque impossible à éradiquer totalement. Vous ne pouvez pas détruire chaque missile si vous ne savez pas où se trouve chaque missile. L'Iran a eu des décennies pour intégrer de la redondance dans ses systèmes souterrains. Il existe presque certainement des installations qui n'ont pas encore été découvertes, des armes qui n'ont pas encore été détruites. La guerre pour rouvrir le détroit d'Ormuz n'allait pas se terminer avec une seule campagne. Elle allait exiger une pression soutenue, une surveillance soutenue et des frappes soutenues sur une période que personne n'était encore prêt à chiffrer. Entre-temps, dans le détroit lui-même, la situation pour le commerce maritime mondial restait véritablement dangereuse, même si les navires de guerre américains se déployaient dans un rôle qui aurait semblé extraordinaire à toute décennie précédente. Des groupes aéronavals américains se sont positionnés aux deux entrées du détroit d'Ormuz. Des systèmes de défense aérienne avancés, des croiseurs Aegis, des destroyers équipés des derniers missiles intercepteurs, ont formé un écran de protection à plusieurs niveaux. Et dans l'une des annonces les plus remarquables de toute la crise, le commandement central américain a déclaré que les navires de guerre américains escorteraient personnellement les pétroliers civils à travers le détroit. La marine américaine agissait désormais officiellement comme une police maritime mondiale. Le président Trump est apparu devant les caméras et a délivré une déclaration dans le style déclaratif direct qui est devenu sa marque de fabrique. Il a dit qu'ils adoptaient une position ferme. Il a dit qu'ils utiliseraient, si nécessaire, et il était précis là-dessus, un niveau de force jamais vu auparavant dans le monde. Que ce soit de la pure rhétorique d'escalade ou une véritable déclaration d'intention militaire, les marchés l'ont pris au sérieux. Mais il y avait une particularité fascinante dans le chaos de cette période. Tout le monde n'était pas également vulnérable aux dangers dans le détroit. Les navires chinois se déplaçaient différemment. L'enchevêtrement économique profond entre Pékin et Téhéran, les contrats pétroliers, les investissements en infrastructures, les relations diplomatiques discrètes, semblaient offrir aux navires commerciaux chinois quelque chose dont aucun autre pays ne bénéficiait, une sorte d'immunité non officielle. De massifs cargos à affiliation chinoise, des navires comme l'Iron Maiden et le Sino-Océan ont fait le choix délibéré et très public de diffuser leurs identités haut et fort sur leur système d'identification automatique. Leur message à tout opérateur de drone iranien ou à toute batterie de missiles était sans équivoque. « Nous sommes chinois, ne nous touchez pas ». Et ça a fonctionné. Les navires aliens chinois continuaient à traverser le détroit, pendant que ceux battant pratiquement tous les autres pavillons restaient à bonne distance. Le Pakistan, confronté à sa propre crise énergétique urgente, a répondu différemment. La marine pakistanaise a lancé ce qu'elle a appelé l'opération Wafa al-Bahar, une mission visant à fournir des escortes armées aux pétroliers civils pakistanais en mer d'Arabie. Notamment, les commandants navals pakistanais ont pris soin de ne pas pénétrer dans le détroit lui-même. Ils escortaient leurs pétroliers jusqu'à un certain point, puis s'arrêtaient au bord de la zone la plus dangereuse. La Turquie a annoncé publiquement que 15 navires d'armateurs turcs attendaient dans la région. L'un d'eux, le Rosanna, a réussi à traverser le détroit en sécurité après ce que le gouvernement turc a décrit comme des négociations diplomatiques sensibles et confidentielles. C'est l'un des très rares navires non chinois à avoir réussi le transit pendant cette période. Les 14 autres sont restés où ils étaient. Ce tableau disparate de résultats, les navires chinois circulant librement, les navires turcs pour la plupart immobilisés, les navires pakistanais n'allant que jusqu'à un certain point, révélait quelque chose de profondément important sur la situation réelle dans le détroit. Il n'était pas uniformément fermé, il n'était pas uniformément ouvert. Il se trouvait dans un entre-deux, un espace régi par des rapports de force, les nationalités et la diplomatie de coulisses, où la différence entre le passage et la destruction pouvait se réduire à qui vous connaissiez et quel pavillon vous arboriez. Et puis il y a la question des mines. En plus de ses missiles, de ses drones et de ses vedettes rapides d'attaque, l'Iran avait préparé un autre outil pour transformer le détroit d'Ormuz en zone de destruction impraticable, les mines marines. Ce n'était pas une capacité nouvelle. L'Iran entretient des mouilleurs de mines depuis des décennies, et les planificateurs militaires américains ont longtemps identifié les mines marines iraniennes comme l'une des menaces les plus difficiles à neutraliser dans tout scénario de conflit. Une mine navale moderne enfouie dans des eaux peu profondes, ancrée au fond marin, invisible pour le radar,
peut rester dormante pendant des années. Elle peut être déclenchée par la signature magnétique d'un navire, par des signaux acoustiques, par des changements de pression hydrostatique. Et déminer un champ de mine, même un champ connu, est une opération extraordinairement dangereuse, lente et coûteuse. Si l'Iran avait réussi à miner le détroit d'Ormuz, si ces mouilleurs de mines avaient accompli leur mission avant d'être stoppés, les conséquences pour l'approvisionnement énergétique mondial se seraient étendues non pas sur des jours ou des semaines, mais potentiellement sur des années. Les États-Unis ont identifié la flotte de mouilleurs de mines iraniens comme une cible prioritaire dès le début de la campagne. 16 mouilleurs de mines ont été spécifiquement identifiés et détruits avant de pouvoir accomplir leur mission. C'est peut-être, rétrospectivement, l'une des décisions les plus lourdes de conséquences de tout le conflit, car un détroit miné aurait créé une crise qui aurait persisté longtemps après tout cessez-le-feu, longtemps après toute diplomatie, longtemps après tout règlement politique. Les mines auraient continué à tuer, à menacer, à bloquer la circulation pendant des années. En détruisant ces 16 bâtiments, l'armée américaine a essentiellement désamorcé une catastrophe au ralenti avant qu'elle ne se déclenche complètement. Alors, où en sommes-nous? Soyons absolument clairs sur ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé. Ce qui s'est passé, les forces navales conventionnelles de l'Iran ont été effectivement détruites. Les navires qui étaient à quai ont disparu. Ceux qui ont tenté de fuir ont été coulés, immobilisés ou se terrent en cachette. La menace des mines a été neutralisée. Les ports et bases navales iraniens ont été réduits en ruines. La marine du CGRI, l'institution qui menaçait de fermer la voie d'eau la plus importante au monde, n'est plus, pour toute fin pratique, une force militaire opérationnelle en mer. Ce n'est pas un développement mineur. C'est la destruction de quelque chose que l'Iran a construit pendant des décennies à un coût énorme, comme pièce maîtresse de sa stratégie de dissuasion régionale. Ce qui ne s'est pas passé, la menace basée à terre n'a pas été éliminée. Les grottes dans les montagnes existent toujours. Certaines batteries de missiles souterraines sont encore fonctionnelles. La production de drones se poursuit dans des installations qui n'ont peut-être pas encore été identifiées. Les Houthis au Yémen, qui tirent des missiles de conception iranienne depuis leur position proche de la mer Rouge, créant simultanément une deuxième crise de point d'étranglement, sont toujours actifs. Et cette combinaison, un deuxième point d'étranglement, des missiles basés à terre, des essaims de drones, signifie que la guerre n'était pas terminée. Elle a simplement changé de terrain. Elle est passée de la haute mer, où la puissance navale américaine est essentiellement incontestable, vers les montagnes et les installations souterraines, où le calcul est bien plus compliqué, où vous ne pouvez pas simplement couler la menace, où vous devez la trouver, la localiser précisément et la détruire d'une manière qui ne crée pas de désastre secondaire. C'est la phase dans laquelle se trouve désormais l'armée américaine. Et c'est, par toute évaluation honnête, la phase la plus difficile. La déclaration de Donald Trump sur l'utilisation d'une force jamais vue auparavant prend un sens différent dans ce contexte, car la menace basée à terre ne cède pas face aux groupes aéronavals. Elle ne cède pas face à la présence navale. Elle cède face à des campagnes aériennes soutenues, à des opérations de renseignement, au travail patient, méthodique et épuisant qui consiste à trouver et détruire des installations souterraines durcies, une par une. L'armée américaine fait ce travail. La vraie question ouverte à laquelle personne ne peut répondre avec confiance aujourd'hui, est de savoir combien de temps cela prendra, combien cela coûtera, et si l'Iran conserve encore suffisamment de ses capacités asymétriques intactes pour continuer à rendre le détroit dangereux, même tandis que cette capacité est systématiquement démantelée. Le message plus large que Washington a envoyé à travers tout cela, et c'est la partie qui compte bien au-delà du Golfe Persique, concerne la nature de la puissance américaine en mer. Quand les États-Unis ont traqué des navires de guerre iraniens au milieu de l'océan Indien, à des milliers de kilomètres du détroit, à des milliers de kilomètres de toute base américaine, et les ont soit coulés, soit forcés dans des ports étrangers, ils envoyaient un message clairement lisible pour chaque gouvernement et chaque armée sur Terre. Il n'existe aucun endroit dans les océans du monde où les États-Unis ne peuvent pas vous trouver. Il n'existe aucune route vous permettant d'échapper à la surveillance américaine. Il n'existe aucun port dans aucun pays qui garantisse automatiquement la sécurité contre une action militaire américaine si Washington décide de vous atteindre là-bas. Le contrôle des océans n'est pas une négociation, ce n'est pas une compétition, c'est un fait. Ce message ne visait pas seulement l'Iran, il visait quiconque, où que ce soit, qui pourrait calculer s'il peut défier la domination maritime américaine. La réponse, délivrée dans les termes les plus clairs qui soient, au large des côtes du Sri Lanka au printemps 2026, était non. Et pourtant,
et c'est là où l'honnêteté intellectuelle nous oblige à résister à un récit triomphal propre et net, il y a des coûts à tout cela qui n'ont pas encore été pleinement comptabilisés. L'économie mondiale a absorbé un choc sérieux, les prix de l'énergie ont flambé, les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. La production d'engrais, qui dépend fortement des dérivés du gaz naturel, a été interrompue. Les prix du carburant d'aviation ont bondi d'une façon qui se répercutera sur les billets d'avion pendant des mois. Les approvisionnements en hélium, essentiels pour les équipements d'imagerie médicale et la fabrication de semi-conducteurs, ont été affectés. Ce ne sont pas des statistiques géopolitiques abstraites. Ce sont des choses qui touchent des gens ordinaires qui n'ont rien à voir avec ce conflit, qui vivent dans des pays qui n'ont aucun intérêt dans la question de savoir qui contrôle le détroit d'Ormuz. Le Pentagone a soumis une demande de budget d'urgence se chiffrant en centaines de milliards de dollars pour soutenir ces opérations. Cet argent vient de quelque part, dans un pays qui porte déjà des dizaines de milliers de milliards de dollars de dette nationale. Chaque milliard dépensé pour des groupes aéronavals dans le golfe Persique est un milliard non dépensé ailleurs. Et puis, il y a la question de l'après. Même si chaque missile basé à terre en Iran est finalement détruit, même si chaque installation de lancement de drones est finalement localisée et éliminée, même si le détroit est complètement rouvert à la libre navigation, même alors, quel est le plan pour le lendemain? L'Iran ne va pas devenir un membre coopératif de la communauté internationale parce que sa marine a été détruite. Son gouvernement est toujours en place. Son idéologie est toujours en place. Ses relations avec des groupes comme les Houthis, qui ont leurs propres missiles et leurs propres griefs, sont toujours en place. Détruire une force militaire n'est pas la même chose que résoudre le conflit politique sous-jacent qui a produit cette force militaire. Cette tension entre le succès militaire indéniable de la campagne américaine et la réalité politique non résolue qui la sous-tend est ce qui définira ce qui viendra ensuite dans cette histoire. Nous revenons donc aux deux questions qui importent le plus en ce moment. Premièrement, combien de temps la capacité asymétrique restante de l'Iran peut-elle résister à la pression américaine soutenue? La réponse honnête est plus longtemps que la plupart des gens ne veulent le croire. Les forces asymétriques sont résilientes par conception. Elles sont décentralisées, elles sont cachées, elles sont faites pour absorber les coups et continuer à fonctionner. Les États-Unis ont des capacités de surveillance et de frappe extraordinaires, mais ils ne sont pas omniscients. Il existe presque certainement des capacités que l'Iran a conservées et qui n'ont pas encore été découvertes. Deuxièmement, le détroit d'Ormuz peut-il redevenir cette artère de l'énergie mondiale, sûre et fluide, qu'il était avant tout cela? Physiquement, oui, si les menaces basées à terre sont éliminées. Politiquement, c'est une question bien plus difficile, car la sécurité du détroit a toujours reposé sur un fragile ensemble de relations de dissuasion et d'accords diplomatiques. Ces relations ont été fondamentalement altérées par ce qui s'est passé ces dernières semaines. Les règles ont changé. Les précédents qui ont été posés, un sous-marin américain coulant un navire iranien dans l'océan Indien, la destruction systématique d'une marine nationale entière, ces précédents façonneront chaque calcul que chaque acteur dans cette région effectuera pendant des décennies. Les eaux du détroit d'Ormuz retrouveront peut-être un jour le transit de 70 ou 80 pétroliers par jour. L'économie de la demande mondiale en énergie l'exige. Mais le monde dans lequel ces pétroliers navigueront ne sera plus tout à fait le même que celui qui existait avant qu'une torpille trouve l'Iris Dana au large de la côte sud du Sri Lanka.